Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique en direct sur France 3 Bourgogne. La gauche a-t-elle encore une chance à l'élection présidentielle? Elle se remet à espérer, mais elle peine à trouver une unité. On en parle ce matin avec nos 4 invités. Stéphane Guiguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du Conseil régional, premier secrétaire fédéral du PS en Saône-et-Loire et vous soutenez Benoît Hamon. Boris Obama, bonjour. Bonjour. Candidat aux législatives pour la France insoumise, vous soutenez Jean-Luc Mélenchon. Claire Mallard, bonjour. Candidate aux législatives en Saône-et-Loire. Et pour Europe Écologie Les Verts, vous soutenez donc Yannick Jadot. Et puis Claire Rocher, bonjour. Bonjour. Porte-parole de Lutte ouvrière, vous soutenez Nathalie Arthaud. J'ajoute enfin que cette émission est diffusée en direct également sur notre page Facebook. Vous pouvez donc réagir et poser toutes les questions que vous voulez. Alors cette semaine, les électeurs de la primaire écologique ont voté massivement pour un rapprochement des programmes entre Benoît Hamon, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Pour les 2 premiers, les discussions devraient aboutir dans la semaine, nous dit-on. Alors, ça veut dire que les écologistes, Claire Mallard, acceptent que leurs idées soient représentées par quelqu'un d'autre ? Alors aujourd'hui, ce qu'il faut constater, c'est que l'écologie a une place importante dans cette campagne. Qu'est-ce que cela veut dire que Tout le monde se réclame de l'écologie. Oui, et tant mieux, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a une victoire culturelle de l'écologie aujourd'hui, à gauche, et on ne peut que s'en réjouir. Notre responsabilité, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Yannick Jadot, est de construire une dynamique, de créer un nouvel espoir pour faire gagner l'écologie et la gauche en 2017. Stéphane Guiguet, c'est quoi? C'est de la cuisine électorale? Ce qui se passe en ce moment? Non, je ne crois pas. Ce problème a été identifié très tôt dans la primaire. D'ailleurs, Arnaud Montebourg avait dit si je suis élu, dès le lendemain, j'irai discuter avec M. Mélenchon et M. Jadot. Donc, cette démarche est peu ou prou la même chez Benoît Hamon. Et je crois que c'est une démarche saine. Effectivement, l'écologie est au cœur du dispositif de la campagne électorale. Je crois que Benoît Hamon a été identifié comme un candidat sérieux sur la question, avec des propositions modernes en termes d'écologie. Donc je me félicite du vote d'Europe Écologie Les Verts pour entamer une discussion qui me paraît de bonne loi pour la suite, ce qui n'est peut-être pas le cas dans tous les domaines. En tout cas, pour l'écologie, c'est le cas. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir une concurrence sur ce thème-là, en tout cas pour une offre politique qui est la même. Alors, Boris Obama, cette semaine, alors Jean-Luc Mélenchon a dit beaucoup de choses. Il a dit notamment qu'il était pour une candidature commune, mais à condition que ce soit lui. Jeudi, il a finalement détaillé des conditions dans une lettre à Benoît Hamon. Puis finalement, hier, il a dit qu'il ne voulait pas se raccrocher à un corbillard, entre guillemets, le PS. Franchement, il fait tout pour faire capoter les discussions, non? Je ne suis pas d'accord. Déjà, tout d'abord, Jean-Luc Mélenchon, ça a été le premier à tendre la main à M. Hamon. M. Hamon avait bien dit qu'il allait parler à Jean-Luc Mélenchon. Il n'en a rien été. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a écrit la lettre dont vous venez de parler. Ensuite, vous avez demandé si c'était un peu de la cuisine politique. Moi, je suis un petit peu surpris de la stratégie un petit peu des Verts, qui ont toujours été les premiers cocufiés par le Parti socialiste, de leur faire un chèque en blanc de cette manière. En même temps, quand ils ne passent pas d'accord, on l'a vu au Conseil régional, ils disparaissent. Exactement. Donc c'est bien pour ça que c'est plus de la survie qu'une vision réelle sur un projet collectif. Nous, ce qu'on propose, c'est pas de la tambouille, c'est de se mettre d'accord sur un certain nombre de points cruciaux. Comment faire une nouvelle politique avec Mme El Khomri, avec M. Le Guen, avec Mme Marisol Touraine, etc. J'ai passé 1 an à manifester contre la loi El Khomri. On me demande aujourd'hui de m'allier à Mme El Khomri. Tout ça est tout simplement ridicule. Donc il faut un petit peu de cohérence et c'est tout ce qu'on demande. Claire Rocher, quel regard vous portez sur tout ça? Pour vous, Mélenchon, Hamon, Jadot, c'est pareil au même? En tout cas, moi, je ne fais pas partie de cette gauche de gouvernement qu'on a vue depuis des années ou de ceux qui veulent lui ressembler et gouverner, parce que c'est une gauche qui a toujours finalement servi la bourgeoisie au gouvernement. On l'a vu dans les 5 années qu'on vient de passer, avec 40 milliards offerts au patronat à fonds perdus. Moi, je suis du camp des travailleurs, et ça veut dire bien autre chose que ce que pourrait vouloir dire la gauche, unie ou pas, sous ces diverses étiquettes. Oui, parce que Nathalie Arthaud, elle était très active cette semaine, on l'a vu notamment, je pense qu'on va avoir quelques images à Tarbes, à Poitiers, à Amiens, à Clermont. Elle disait, celui qui sortira des urnes sera l'ennemi des travailleurs. Ça veut dire que vous ne donnez aucun crédit aux candidats de gauche?
Aucun, non. Et puis, c'est pas nous, Lutte ouvrière, qui leur donnons aucun crédit. Ils n'ont plus aucun crédit auprès des travailleurs parce qu'on les a vus à l'œuvre. On les a vus finalement faire la part belle à toutes les mesures dans le sens des riches. Actuellement, nous, travailleurs, chômeurs, gens des classes populaires, on est quand même face à une guerre. Leurs fortunes privées énormes, les profits qui n'ont jamais été aussi grands, les dividendes qui n'ont jamais été aussi importants, c'est sur le recul de nos salaires, de nos retraites qui font cette fortune-là. Et donc, on est soit dans un camp, soit dans l'autre. Et moi, je suis du camp des travailleurs. Excusez-moi, juste, la France insoumise récuse les politiques qui ont été menées depuis un certain nombre d'années. Donc, oui, vous ne regardez... pouvez pas nous assimiler à ce genre de politique. Mais... Écoutez, Jean-Luc Mélenchon, il se pose comme un Xème sauveur suprême qui va tout changer une fois qu'il sera au gouvernement. Maintenant, qu'est-ce qu'il propose en direction des travailleurs ? 1300 euros de salaire minimum, c'est complètement insuffisant par rapport à ce dont on a besoin. Et pourquoi il propose pas plus ? Parce qu'il veut pas s'affronter à la bourgeoisie. Parce qu'il veut pas prendre sur les profits pour assurer les salaires qu'il nous faudrait, à savoir rien inférieur à 1800 euros, parce que c'est ce qu'il faut pour vivre. La différence qu'il y a entre Lutte ouvrière et la France insoumise, c'est que vous êtes là à attendre le grand soir, que les gens se réveillent, qu'il y ait une sorte de révolution. On l'attend toujours, elle ne viendra jamais. Nous, on a un programme qui essaye d'être cohérent, on essaye de faire des propositions qui sont réalisables, et nous sommes tout autant que vous du côté des travailleurs. Vous ne pouvez pas vous accaparer les travailleurs ou les salariés. Stéphane Guiguet, je ne courrai pas après Jean-Luc Mélenchon, a dit hier Benoît Hamon. Vous avez l'impression que l'ego, puisqu'on en parle beaucoup de Jean-Luc Mélenchon, passe au-dessus d'un accord éventuel ? On a compris que Benoît Hamon ne souhaitait pas s'adresser uniquement à Jean-Luc Mélenchon. Cette problématique d'union de la gauche, elle est primordiale. Moi, j'ai vécu le 21 avril 2002. Comme vous, je ne veux pas revivre ça. On ne sera peut-être pas d'accord sur les causes de ce 21 avril. Pour autant, je crois qu'on souhaite tous ne pas se retrouver dans cette situation prochainement. Donc la main est étendue. Il faut qu'elle soit saisie de façon sincère. Elle l'a été du côté d'Europe Écologie Les Verts. Elle l'est également de la part d'un certain nombre de communistes, puisque j'ai vu qu'il y avait une tribune qui était signée par un certain nombre de communistes pour appeler à l'union de la gauche. Donc Benoît Hamon, clairement, va s'adresser maintenant aux électeurs de gauche. Et c'est ça l'essentiel. C'est qu'on retrouve ça. Et les propos que vous évoquiez tout à l'heure sur le corbillard, je crois que ce n'est pas de nature à apaiser le débat. Et je ne crois pas que les Français attendent ça en ce moment. On n'a pas besoin d'agressivité dans le débat public. Au contraire, je crois qu'on a besoin, ensemble, collectivement, d'être intelligents. Alors, justement, il y a une question d'un internaute qui nous disait sur notre page Internet, Montaigu, vous dansez au bord du volcan. L'entreprise Le Pen n'a jamais été aussi près du pouvoir. En 2002, la gauche élargie était déjà divisée. Alors, est-ce que vous avez retenu la leçon ? On peut vous demander ça à vous, écologistes, par exemple. Je vais rebondir. Monsieur Guiguet, je pense que l'enjeu aujourd'hui n'est pas de reconduire la vieille gauche plurielle et d'additionner les appareils, mais c'est de construire un vrai rassemblement cohérent, comme le dit monsieur Obama, sur des points de convergence qui sont précis, où on ne négociera pas, il n'y aura pas de compromis sur l'écologie, notamment sur la question énergétique, sur le renouvellement démocratique et sur la refondation de l'Europe. Nous sommes d'accord sur ce point. Donc il faut dépasser les appareils, dépasser les partis, rassembler et fédérer les Françaises sur ce projet d'espoir. Il y a une grande espérance, on peut faire rempart à un libéralisme débridé, un nationalisme exacerbé. Donc on a une responsabilité qui est collective, mais qui ne sera pas sur des petits compromis. Voilà l'enjeu, voilà comment on se positionne aujourd'hui. J'entends bien la petite musique, le drapeau du Front National qui fait peur, qu'on nous ressort à chaque élection, sauf qu'il me semble que le réel a eu lieu. Et si le Front National Elle n'a jamais été aussi élevée. Tout à fait, mais le réel a eu lieu, donc on est bien obligé de faire un peu la généalogie de ce qui s'est passé. La question qu'on peut légitimement se poser, c'est pourquoi le Front National il est aussi haut. C'est dû aux politiques qui ont été réalisées ces 10 dernières années par la droite et par le Parti socialiste, et notamment en 2005, quand la démocratie parle et qu'elle est contre le traité de Lisbonne et qu'on le fait, que M. Hollande et M. Sarkozy le fait passer, c'est ça qui fait monter le Front National. Donc à chaque fois, nous dire oui, il faut faire attention au Front National, moi je me suis engagé pour faire de la politique de manière positive. Ce qui m'intéresse, c'est la question de partage des richesses, la planification écologique et l'urgence démocratique, la 6e République, instaurer une assemblée constituante, etc. Donc la politique, elle doit être positive, elle ne doit pas être contre quelque chose. Oui, simplement, j'entends, je resituais un petit peu le contexte et je disais que maintenant le FN avait une place prégnante dans le débat politique.
Pour autant, vous ne pouvez pas reprocher à M. Hamon de ne pas développer un certain nombre d'idées, d'être relativement et même plutôt critique par rapport aux 5 années qui viennent de se dérouler. Il a d'ailleurs, pour des raisons politiques et d'orientation économique, quitté le gouvernement avec Arnaud Montebourg à une certaine période, puisque ça devenait plus supportable pour lui d'être à l'intérieur de ce gouvernement. Donc on est vraiment sur les propositions et sur le contenu. C'est d'ailleurs comme ça que les électeurs de gauche ont découvert M. Hamon à travers cette primaire. Je regrette que Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot n'aient pas participé à cette primaire, dont acte. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ensemble, collectivement, intelligemment? Alors justement, Benoît Hamon était vendredi et hier au Portugal pour prendre exemple sur le gouvernement portugais, puisqu'il est dirigé par l'ancien secrétaire général du Parti socialiste, qui a le soutien de la gauche radicale et des communistes. La gauche plurielle ne peut pas exister. Pour vous, c'est inenvisageable ce genre de choses, Claire Rocher, par exemple? En tout cas, nous, on n'en fait pas du tout partie. Moi, je suis du camp des travailleurs. Vous savez, il n'y aura pas de moins pire pour les travailleurs tant qu'ils ne retrouveront pas le chemin des luttes collectives. Maintenant, dans cette élection présidentielle, il n'y a aucune raison de donner sa voix à quelqu'un dont on sait qu'au lendemain de l'élection, il va trahir toutes ses promesses parce qu'il cédera aux diktats des financiers, des capitalistes, et il fera finalement ce que les riches lui demanderont. Dans cette élection, les travailleurs, ils peuvent faire entendre leurs intérêts, faire entendre leurs exigences à travers la candidature de Nathalie Arthaud, et je pense que c'est la seule chose utile qui est à faire dans cette élection présidentielle. Mais elle est créditée de 0,5%, Nathalie Arthaud, pour l'instant, dans les sondages. Est-ce que finalement, en disant que l'élection n'est pas un but en soi, vous ne dupez pas un peu vos électeurs ? Je ne dis pas que ce n'est pas un but en soi, et d'ailleurs, moi, je souhaite qu'il y ait le maximum de travailleurs, d'ouvriers, de chômeurs qui se fassent entendre au travers de sa candidature. Maintenant, vous savez, il ne faut pas craindre d'être minoritaire, parce que être majoritaire pour élire un Hollande qui va gouverner contre vos intérêts, on a vu ce que ça donnait. Donc oui, ça sera un vote minoritaire, mais ça sera un vote de fierté ouvrière et sur nos revendications et nos intérêts de travailleurs. Ça comptera infiniment plus que de déterminer qui sortira du chapeau pour être président de la République. Pour l'instant, c'est Marine Le Pen qui se dit candidate du peuple. Qu'est-ce que ça vous inspire aux uns et aux autres qui vous dites tous de gauche ? Ce que ça nous inspire, c'est qu'il faut reconstruire cette grande espérance. Et effectivement, il faut quitter ce vieux monde qui accapare les richesses, qui creuse les inégalités, qui détruit notre environnement à des fins mercantiles. Et le projet de Yannick Jadot, et qui peut être partagé, et qui doit être partagé par M. Mélenchon, par M. Hamon, c'est de réparer cette société, de réparer cette société, de prendre soin des hommes, des femmes et de notre nature. Voilà. C'est bien pour ça que je pense que pour pouvoir battre Marine Le Pen, c'est pas de l'arithmétique qu'il faut faire en additionnant les Verts, la France Insoumise ou le Parti Socialiste. Si on veut battre Marine Le Pen, il faut proposer aux gens une vision, un projet collectif et pourquoi ne pas en parler ensemble? La seule chose que nous, on dit, c'est qu'on ne fera pas de chèque en blanc. On a déjà entendu le discours du Bourget et on sera très vigilant sur beaucoup de points. Pour l'instant, les enquêtes sont têtues. Tous vos candidats sont éliminés au premier tour. Donc, est-ce qu'il n'y a pas obligation de s'entendre? Il y a obligation de construire une dynamique autour de l'écologie qui porte un espoir et qui peut rassembler et fédérer les Français. Et je crois que le message est là, en fait. Stéphane Guiguet. Oui, le programme de Benoît Hamon, pour l'instant, est tout à fait dans cette ligne-là, c'est-à-dire repenser la société de demain, repenser le travail, le rapport qu'on peut avoir au travail, le rapport à l'écologie, ne pas opposer systématiquement la question sociale à la question écologique, les institutions, bien évidemment, qui sont au cœur des préoccupations de Benoît Hamon, vers quelle 6e République on va, puisqu'on sent bien manifestement qu'on est au bout d'un système. Donc c'est sur ces bases-là que Benoît Hamon souhaite dialoguer à la fois avec les Verts, à la fois avec le Front de gauche, le Parti communiste et tous les partenaires pour qu'on construise ensemble la victoire de demain. Monsieur Guy, vous parlez du programme de Benoît Hamon, je l'ai pas vu en fait. Où est-ce qu'il est le programme de Benoît Hamon? Parce que nous, on en a un, le programme L'Avenir en commun, mais monsieur Hamon a juste fait des propositions durant la primaire. Il n'y a pas de programme. C'est aussi ça que nous, on souhaite mettre dans la balance. On va discuter autour de quoi? La notion d'écologie est cruciale, mais il y a un texte en ce moment en préparation. Il y a un texte en préparation, mais effectivement, il va sortir au mois de mars et l'élection présidentielle est quand même en avril. Donc c'est plutôt quand même, nous, ça fait 1 an qu'on prépare ça avec plus de 350 propositions, des milliers de personnes qui ont constitué ce programme-là. Donc effectivement, nous, on veut bien discuter, mais autour de quelque chose de concret.
J'entends cette caricature qui consiste à dire que Benoît Hamon ne propose rien. Vous devriez non, quand j'ai même pas dit ça. J'ai juste dit, j'aimerais juste voir. Et moi, j'aimerais que tout le monde se mette autour d'une table pour effectivement qu'on puisse proposer un programme commun à l'ensemble de la gauche. Et je crois que c'est ça. Et l'avenir, c'est ça. Vous savez, moi, je me suis réjoui de la victoire de Benoît Hamon et l'élimination de M. Valls. Vous pouvez en être sûr. Mais effectivement, nous, on ne fera pas une nouvelle fois de chèque en blanc au Parti socialiste. On a déjà été déçus, on a déjà été trahis, on va être très vigilants. Et il ne faut pas, dans ce débat-là, mettre de l'agressivité. Je crois que les mots qui ont été employés pour un homme qui prétend accéder aux plus hautes fonctions... Vous parlez du corbillard ? Oui, ça commence très mal quand on commence comme ça, si vous voulez. C'est pour faire plaisir à une centaine de personnes de salle, je comprends, mais on doit être au-dessus de ça. On doit orienter le débat autrement. C'est la situation du pays qui est ça très grave. n'empêche pas d'analyser C'est la situation dans laquelle le PS a mis le pays qui est très grave. Ce n'est pas une rhétorique sur un corbillard qui est grave. Ce qui est grave, c'est le salaire de nos concitoyens. Ce qui est grave, c'est l'avenir qu'on propose, enfin le non-avenir du coup qu'on propose à nos jeunes. Ce qui est grave, c'est les petites pensions de nos retraités. C'est ça qui est grave, monsieur. Ce n'est pas le corbillard qui est grave. C'est de l'état dans lequel le Parti socialiste a mis la France aujourd'hui. Mais ce mode agressif est quand même plutôt dangereux. On l'a vécu il y a peu de temps aux États-Unis. Je crois qu'on n'a pas besoin dans la société. D'ailleurs, Mélenchon manifestait hier contre la lutte contre les violences policières. Je crois qu'il faut faire attention aussi aux verbes et au langage qu'on peut employer. Dans la société dans laquelle on vit, je pense que c'est primordial, sincèrement. Il me semble surtout qu'il faut de la bienveillance et effectivement de la cohérence pour ce projet commun. Alors vous, notamment Monsieur Obama, vous critiquez beaucoup ce qui a été fait, notamment sous le gouvernement Hollande, Claire Rocher aussi. Est-ce que vous rejetez tout d'un bloc, c'est-à-dire toutes les mesures qu'a pu prendre François Hollande, vous les rejetez toutes ? Ah bah écoutez, oui. Pendant les 5 années de son quinquennat, les classes populaires, elles en ont pris plein la tête. Le compte et ça a été un pont d'or. Ça compte pas pour... Excusez-moi, j'ai pas entendu. Le compte pénibilité ou ce genre de choses qui ont été mis en place, le mariage pour tous, certaines mesures comme ça. Écoutez, s'il y a bien une chose dont on a pu faire l'expérience, c'est qu'on avait beau élire quelqu'un qui disait « mon ennemi c'est la finance », au lendemain de son élection, il cédait au diktat de la finance. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est un combat à mener. Il rejette cette accusation, lui. Oui, écoutez, ils rejettent peut-être cette accusation, mais les patrons, eux, ils n'ont pas rejeté les 40 milliards du CICE, ils les ont empochés, ils ont embauché zéro personne grâce à ce contrat emploi compétitivité. Le résultat dans les classes populaires, c'est une situation qui s'est encore aggravée. Eh bien, écoutez, on a fait cette expérience qu'il suffisait pas de trouver un sauveur suprême. Moi, je suis pour que les travailleurs, ils tiennent compte de cette expérience et qu'ils se disent, mettons en avant notre politique, nos intérêts, nos exigences de travailleurs. Un travail pour tous, ça devrait être normal. Il y a largement les moyens de les financer en prenant sur les profits des entreprises. 1 800 € minimum de salaire, c'est un minimum, c'est pas nous qui l'avons décrété, c'est ce qu'il faut pour vivre. Ça c'est des exigences qui sont indispensables pour les travailleurs à l'heure actuelle, et voter pour Nathalie Arthaud, ça veut dire affirmer que ça doit passer avant les parachutes dorés des PDG, avant les dividendes des actionnaires, avant les fortunes de la bourgeoisie. Et ça, on est les seuls à l'affirmer dans cette élection. Vous voyez qu'on peut converger sur un certain nombre de points, il y a certaines choses avec lesquelles nous sommes entièrement d'accord avec vous. Sauf que vous ne dites pas que ce sera un combat, et donc vous vous préparez d'avance à céder aux exigences de ceux qui ont ce pouvoir de l'argent. On peut se chamailler sur la rhétorique, sur les mots. Dans l'idée, vous avez beau essayer de toujours vous mettre en opposition, etc. Vous savez que c'est faux, et vous savez qu'il y a un certain nombre de convergences, notamment par exemple comme renationaliser certaines entreprises comme EDF. Sur certains points, nous sommes tout à fait d'accord avec vous, mais vous voulez toujours vous positionner en position des seuls, de cette unicité que vous soyez de cet incarné, mais c'est faux. Stéphane Guiguet, vous qui faites partie, entre guillemets, des frondeurs, ceux qu'on a appelés les frondeurs, est-ce que vous rejetez tout aussi avec l'eau du bain ? Bien sûr que non. Ça serait ridicule d'ailleurs d'adopter cette attitude. Vous aurez besoin d'ailleurs des soutiens de François Hollande. C'est pas besoin des soutiens, c'est reconnaître ce qui a été fait. Vous ne pouvez pas rejeter la COP21 et les accords qui ont été signés à Paris. Vous ne pouvez pas rejeter la priorité qui a été donnée à l'éducation nationale avec 60 000 postes créés. Vous ne pouvez pas rejeter le compte pénibilité. Vous
ne pouvez pas rejeter le compte formation tout au long de la vie, vous ne pouvez pas rejeter l'encadrement des loyers dans les zones tendues, vous ne pouvez pas rejeter... Enfin, la liste est longue, la loi sur la transparence de la vie politique. On l'a pas beaucoup entendu de votre part, tout ça, pendant le quinquennat. Vous ne pouvez pas, bien sûr que si, vous ne pouvez pas rejeter non plus la loi sur le non-cumul qui va s'appliquer dès 2017. Pour autant, et d'ailleurs, j'ai bien aimé l'intervention de Benoît Hamon devant les parlementaires la semaine dernière, la méthode, c'est de conserver en priorité ce que la droite veut casser. Ça vaut pour le mariage pour tous, ça vaut pour le prélèvement à la source, ça vaut également pour être dans l'actualité, quelque chose qui vient d'être voté tout récemment sur le numérique et l'IVG. Enfin voilà. Donc ne pas tout rejeter en bloc, pour autant ne pas recommettre les mêmes erreurs. Et je le répète, Benoît Hamon a quitté avec Arnaud Montebourg le gouvernement pour des accords sur la ligne économique, c'était clair, ne pas recommettre les mêmes erreurs. Et les deux grandes erreurs de cette fin de quinquennat, c'est quand même la loi travail, notamment la version 1 et la façon dont elle a été abordée, avec brutalité. Et comment ne pas recommettre les mêmes erreurs avec sans les concertation, sans concertation avec les partenaires sociaux, sans même concertation avec les parlementaires. Et puis surtout, je pense à la loi contre la déchéance de la nationalité, qui a été une erreur politique majeure. Claire Malat, vous, quel regard? Parce que alors, les écologistes, on les a pas vus. Il y en a certains qui sont rentrés, d'autres qui sont sortis, etc. Non, je crois qu'on a été très clair. Pour nous, Pas forcément pour les téléspectateurs. Chez Europe Écologie Les Verts, si. Après, il y a une scission. Bon, maintenant, voilà, il y a des écologistes qui sont partis de façon très, très minoritaire. Voilà. Pour nous, c'est quand même le quinquennat des promesses non tenues. C'est un échec pour vous, ce quinquennat. C'est un échec. Il a tourné le dos à l'écologie, et je veux rebondir sur la COP21. Donc effectivement, on a eu la COP21, mais après, quand on voit qu'on ne met pas les moyens pour avancer sur la transition écologique et la lutte contre le changement climatique, nous, on ne se contentera pas de mots, on a aussi besoin d'actes derrière. Voilà. Si votre candidat se maintient, et s'il est élu, pour vous, quelle devrait être sa première priorité, sa première action, en fait? La priorité, c'est d'engager la sortie du nucléaire, avec une sortie du nucléaire en 2035, Ça, et fermeture d'accord. des premiers réacteurs dès 2017. Stéphane Guiguet, si Benoît Hamon passe en mai prochain, Oui. quelle devrait être sa première priorité? La priorité, c'est la réflexion, comme je vous disais tout à l'heure, autour du travail et la conception qu'on peut avoir du travail, sur pas plus travailler, mais mieux travailler. La réflexion qu'il engagera également dès le lendemain de son élection, c'est bien évidemment toute la question écologique et la question sociale, ne pas les opposer les unes aux autres. Et puis, c'est la réforme institutionnelle. À travers la réforme institutionnelle, on voit la place du Sénat, à laquelle il réfléchit, mais c'est aussi toute une réflexion autour de donner plus d'importance au Parlement, moins d'importance à ce qu'on appelle aujourd'hui cette espèce de monarchie qui règne en France. Donc on voit bien, mais ce n'est pas spécifique à Benoît Hamon, on voit bien que chez les candidats qui sont ici sur le plateau, il y a une vraie volonté de réfléchir sur nos institutions et l'évolution de nos institutions. On sent bien qu'on est au bout d'un système. Puis bien sûr, il y a la réflexion sur les pratiques politiques et sur la transparence de la vie publique. Voilà, cette loi a été votée sur la transparence de la vie politique il y a peu de temps, suite à l'affaire Cahuzac, et j'ai envie de dire, c'est tant mieux. On doit réfléchir collectivement à la façon de faire de la politique là où on vit, faire de la politique, mais faire autre chose après aussi. Avoir un mandat, vrai statut de l'élu. Un vrai statut de l'élu, avoir un seul mandat d'exécutif pour se consacrer entièrement à ce mandat. Et je crois qu'on doit ça aussi à la population pour restaurer un peu aussi l'image de l'élu dans ce pays. Alors, Boris Oba. J'entends M. Guy nous dire qu'il ne faut pas faire les mêmes erreurs. Il y a 394 députés du Parti socialiste qui sont aujourd'hui investis. Plus de 80% sont les mêmes. Donc comment allez-vous faire pour faire cette nouvelle politique avec les mêmes personnes? Donc moi, ça, j'aimerais juste comprendre. Monsieur Hamon va bomber le torse, froncer les sourcils et demander à ces personnes-là de faire l'inverse de ce qu'elles ont fait pendant 5 ans. Donc tout ça, c'est juste un cirque ridicule. Ensuite, effectivement, concernant l'écologie, il me semble que M. Hamon a proposé 50% de nucléaire et 50% d'énergie renouvelable. Nous, on propose 100% d'énergie renouvelable. À l'horizon 2050. Exactement. On propose aussi 100% de cantines bio dans les cantines pour nos enfants. On propose la règle verte, ne pas prélever à la terre plus qu'elle ne peut produire. Notre programme est très écologique. Je ne sais pas si vous l'avez, j'espère que vous l'avez constaté. On doit ça, on ne le renie pas, aux Verts qui ont fait ce travail-là en amont de mettre au cœur des projets l'écologie. Mais déjà depuis 2012, M. Mélenchon avait mis au cœur de son programme l'écologie. Tout le monde lave plus vert que vert, non?
Ben oui, puisque l'écologie devient dominante en fait à gauche et recompose, peut refonder la gauche. C'est vraiment le message qu'on souhaite faire passer. Donc je vais redévelopper aussi, puisque notre seule proposition, c'est pas que de sortir du nucléaire. Une des premières mesures qui me semble aussi fondamentale pour engager la transition écologique en France et en Europe, c'est d'engager un grand plan d'investissement de 600 milliards d'euros par an, fléché sur la transition écologique et la rénovation énergétique, la santé et les infrastructures de transport du quotidien. L'écologie, c'est pas trop une préoccupation de Nathalie Arthaud aussi ? Ça l'est, bien sûr, mais vous savez, en écologie, comme dans le reste, le problème, c'est que tout est fait en fonction des profits d'une minorité. Et tant que ce sera l'argent qui déterminera les choix dans l'économie, effectivement, on ira dans le mur. Nous, on pense justement qu'une société, elle devrait servir à satisfaire les besoins des gens et en priorité de ceux qui produisent toutes ces richesses, donc des travailleurs. Et c'est pour ça que moi, je m'adresse aux travailleurs pour leur dire que dans cette élection, on va leur faire croire que l'enjeu, c'est de changer de président, que le changement viendra par là. Non, on aura des combats à mener au lendemain de l'élection, quel que soit le président qui sera sorti des urnes. Et le seul enjeu, c'est de renforcer notre camp et de faire entendre le camp des travailleurs et ses intérêts en votant pour Nathalie Arthaud. Alors, ce sera votre conclusion. Pour les autres, en quelques secondes, est-ce que droite et gauche veut dire encore quelque chose pour vous ? Parce que beaucoup de candidats récusent ce clivage maintenant. Vraiment en quelques secondes. Écoutez, pour moi, oui, ça veut dire quelque chose. Je pense que la gauche, aujourd'hui, c'est quelque peu perdu au vu des dernières politiques menées, qu'il faut un programme fort, il faut une 6e République, il faut que les citoyens déterminent cette 6e République et qu'il faut absolument qu'on restaure les institutions et ça ne peut que partir des citoyens. Stéphane Guiguet, en quelques secondes, ça existe encore, la gauche ? Oui, bien évidemment. On le voit bien dans les propositions de Benoît Hamon autour de l'éducation, de la culture, des propositions très fortes autour de la valeur travail, je l'ai dit tout à l'heure. Donc oui, il y a un vrai clivage, on doit affirmer ce clivage, d'autant plus quand on voit les propositions de la droite violentes en ce qui concerne bien sûr la baisse drastique du nombre de fonctionnaires, en ce qui concerne un tas de choses. Et puis je tiens à saluer surtout l'ouverture de Benoît Hamon, donc la main tendue, mais aussi l'ouverture à la société civile. Je voudrais laisser 10 secondes à Claire Valard pour finir. Ça existe bon, je vais être iconoclaste et innovante. Pour nous aujourd'hui, la fracture, elle est entre productivistes et écologistes. Merci beaucoup à tous d'avoir accepté notre invitation. Ça passe très vite. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet ou sur notre page Facebook. Prochain débat consacré à l'élection présidentielle dimanche prochain à 11h30. Tout de suite, place à l'info régionale avec Arnaud Lefebvre. Dimanche en politique continue juste après. Francis Letellier reçoit Jean-Pierre Raffarin. Bon dimanche à tous.